Depuis que Musk est sorti de la Maison-Blanche, ce qui revient à dire que Trump acte la fin de toute ambition d'envergure pour le département du Doge, dont l'objectif était de couper à minima $1 trillion de dépenses publiques, Elon Musk a de plus en plus ouvertement commencé à critiquer le projet de loi One Big Beautiful Bill de Trump qui consiste à créer un déficit abyssal pour les USA, qui requiert de relever le plafond de la dette de $5 trillions et notamment de baisser la pression fiscale aux USA. Mais depuis le 5 juin, Musk est passé en mode offensive en cherchant à faire échouer le vote du projet fiscal de Trump. Bref, Musk a passé la vitesse supérieure et s'en est directement pris à Trump en lui rappelant tous ses posts sur Twitter depuis 2012, lorsque Trump demandait l'inéligibilité des parlementaires qui faisaient voter un budget en déficit, ou toutes les fois où il a publiquement fustigé un rehaussement du plafond de la dette. Et la pression a continué de monter lorsque Trump a tenté de recadrer Musk. Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars. Première semonce, Trump annonce que Musk était au courant de son projet fiscal et qu'il était OK avec tout ça jusqu'à ce qu'il découvre que les subventions aux voitures électriques étaient supprimées dans ce projet. Ambiance. Musk répond du tac au tac que c'est faux car cela fait bien longtemps et publiquement qu'il milite pour la suppression de toutes les subventions sur tous les secteurs économiques. Et c'est factuellement vrai. Voici ce qu'il déclarait déjà en 2021. What about the support though for the charging network? I mean, there are parts of this bill and no? No, I mean, do we need support for gas stations? We don't. So there's no need for this for support for a charging network. Delete it. Delete. Okay, all right. I'm literally saying get rid of all subsidies, but also for oil and gas. Quelques petits coups de fusil plus tard, Musk décide qu'il faut en finir avec Trump car il pense que le déficit des USA va finir par tuer l'économie américaine. Il déclare donc que Trump doit être destitué. Rien que ça. Et il publie un message dans lequel il affirme que Trump n'a pas publié la liste des clients d'Epstein car il en faisait partie. Donc là, on tombe dans les attaques personnelles. À partir de là, la guerre ouverte est déclenchée entre l'homme le plus riche du monde et l'homme le plus puissant du monde. Trump réplique en déclarant que le meilleur moyen d'économiser de l'argent, conformément à la demande de Musk, serait de supprimer tous les contrats gouvernementaux de SpaceX, pendant qu'un très proche conseiller de Trump ira même jusqu'à proposer la nationalisation de SpaceX. Le conflit s'envenime de plus en plus et Musk ira jusqu'à proposer un sondage sur X.com pour demander s'il serait bon de créer un nouveau parti politique aux USA qui se situerait au centre et prendrait à la fois chez les démocrates et les républicains tous les politiques assez raisonnables pour vouloir sauver les USA de la faillite. À ce sujet, il faut savoir que ces sondages lancés par Musk ne sont pas anodins. Lorsqu'il a fallu restaurer le compte Twitter de Donald Trump, son biographe Walter Isaacson raconte et confirme que ce sondage Twitter a réellement été le facteur décisionnaire de la réintégration de Trump. Et ce n'est pas le seul exemple. Lorsque je vois des gens comme Rand Paul et d'autres libéraux américains soutenir les propos de Musk, il y a fort à parier que Musk soit effectivement en train de manœuvrer politiquement contre Trump et plus généralement contre le système bipartisan démocrate-républicain. Gardez en tête que Musk a déjà trahi des personnes qui lui faisaient confiance dès lors qu'il trouvait que ce que faisaient ces personnes était immoral, car Musk est guidé par une vision du monde et non par le service de ses propres intérêts ou les intérêts de ses amis. Offer me money, offer me power, I don't care. You want to share what you have to say? I'll say what I want to say, and if the consequence of that is losing money, so be it. Comprenez bien que l'on peut tout à fait considérer que Musk a des tendances mégalomaniaques très fortes et il l'a prouvé à de multiples reprises lorsqu'il s'emballe, notamment sur ses réseaux sociaux. Ok pour dire qu'il manque de tempérance, c'est une évidence. Ses posts sur X.com le prouvent régulièrement. Par contre, son mode de vie et sa capacité à toujours travailler comme si sa vie en dépendait alors qu'il est déjà l'homme le plus riche du monde nous prouvent qu'il ne se bat pas pour lui-même, mais pour ses idées et ses valeurs. Quand on a 400 milliards devant soi, c'est pas d'en avoir 800 qui va vous faire bosser comme un tordu. Je n'ai aucun doute là-dessus et c'est pour cela que l'hypothèse du coup monté entre Trump et Musk me semble tout à fait saugrenue. Une fois que l'on a dit cela et en considération de l'ego surdimensionné des deux protagonistes, il y a fort à parier que l'un devra tuer l'autre pour que ce conflit se termine, car leurs entourages respectifs auront bien du mal cette fois à les séparer. Alors maintenant, abordons le vrai sujet. Est-ce que le déficit américain est si préoccupant que cela ? S'agit-il d'une question de vie ou de mort pour les finances publiques américaines ?
Aujourd'hui, le déficit US, c'est environ 2 trillions de dollars pour 2025. Sachant que les recettes du budget sont d'environ 5 trillions de dollars, on parle quand même d'un déficit, d'un trou de l'ordre de 40%. Sur ces 2 trillions de déficit, les intérêts de la dette américaine représentent 1,2 trillion. Or, considérant les intérêts de la dette, si on veut équilibrer le budget, il va donc falloir couper 2 trillions de dépenses, qui sont constituées à 60% par les intérêts de la dette. Alors gardez bien en tête que 1200 milliards, c'est un peu moins que le budget de la sécurité sociale qui pèse 1600 milliards, mais c'est plus que le budget de la défense qui fait environ 1000 milliards. Ce que je veux dire, c'est que les 1200 milliards d'intérêts de la dette vont conduire les USA à supprimer des dépenses budgétaires dans d'immenses proportions, ce qui aura un effet récessif instantané et puissant. C'est exactement ce qu'écrit et s'époumone à dire Ray Dalio à chacun de ses passages médias. Écoutez bien ce qu'il dit, car Dalio n'est pas un poussin du mois d'août. C'est une sommité de la finance obligataire car il a fondé et dirigé Bridgewater, le plus grand fonds obligataire au monde. Et c'est aussi un intellectuel qui a fait un travail de recherche en finance et en économie qui est tout à fait remarquable sur toutes les grandes économies du monde sur une période de 1500 ans tout de même. We have a breaking down of the monetary order. We are going to change the monetary order because we cannot spend the amounts of money, so we have that problem. And when we talk about the dollar and we talk about tariffs, we have that. We are having profound changes in our domestic order, how ruling is existing, and we're having profound changes in the world order. Such times are very much like the 1930s. I've studied history and this repeats over and over again. So if you take tariffs, if you take debt, if you take the rising power challenging the existing power, if you take those factors and look at the factors, those changes in the orders, the systems, are very, very disruptive. Bon, je vous la fais en plus simple. La grande œuvre de Dalio, c'est son modèle sur les cycles du crédit de long terme. Voici comment il voit les cycles économiques. En rouge, vous avez les petits cycles économiques de 5 à 6 ans. Phase de croissance, phase de récession, et on recommence. C'est le quotidien de BFM TV, dirons-nous. Ce sont les temps normaux. Ensuite, vous avez les cycles de long terme qui sont liés au cycle du crédit et qui s'articulent autour de grandes réorganisations du monde. C'est la courbe bleue. Je vais mettre des dates là-dessus dans un instant. Enfin, la ligne verte, ce sont les gains de productivité qui en réalité n'est pas une ligne, mais une courbe avec une pente d'environ 1 à 2%. C'est pour cela qu'elle semble plate à des petites échelles de temps. Ces gains de productivité sont le réel moteur du monde qui font que d'un cycle à l'autre, le monde connaît toujours une croissance économique d'un siècle sur l'autre. Concentrons-nous sur les cycles du crédit. Ce que Dalio nous dit, c'est que le dernier grand changement de cycle a démarré avec la crise des années 30, qui se situait à peu près par là. Ensuite, s'en est suivi la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale qui se sont traduits par une chute de la croissance pendant 15 ans. C'est la phase de crise aiguë. Dans cette phase, point de croissance, que des emmerdes et de grandes souffrances. Ensuite, à partir de 1945, c'est le départ d'un nouveau cycle avec un nouvel ordre mondial sur toutes les dimensions dont on a parlé. Eh bien, ce que nous dit Dalio, c'est qu'il craint éminemment que nous soyons actuellement en train de danser au sommet de la fin du cycle de croissance de long terme qui a démarré en 1945 pour les raisons suivantes. Le poids de la dette est devenu tel qu'il commence à impacter les budgets de fonctionnement des États. Dit autrement, quand il va falloir économiser aux USA 1,2 trillion de dollars, il va falloir couper d'autres budgets. Et dans le cas où les USA feraient faillite, car ils ignoreraient ce constat et continueraient de dépenser, alors ils couperont quand même des dépenses, car le marché leur refusera l'accès aux fonds. C'est aussi simple que cela. Donc dans les deux cas, les dépenses du gouvernement vont baisser. Or, les dépenses de l'État sont les revenus de quelqu'un d'autre. Une fois que les revenus du pays sont attaqués, alors on peut partir dans le sale. Cela a été des guerres par le passé, mais cela pourrait aussi être une déflation de Fisher qui entraîne la chute du système bancaire, bien que ce ne soit pas le plus probable aujourd'hui. Ou alors un effondrement de certains pays, comme cela a pu se produire de temps à autre. Sur la grande fresque historique de Dalio qui remonte à 1500 ans, vous voyez par exemple que l'Empire ottoman commence en 1300 et s'arrête en 1900, que les califats du Moyen-Orient commencent en 600 et des bananes et disparaissent en 1200 et quelques. Etc., etc. Les empires naissent, vivent et meurent comme tout organisme vivant. C'est avec ça que les empires sont grands. La bataille entre Musk et Trump n'est donc absolument pas anodine ou banale, car elle a le potentiel pour entraîner l'histoire des USA dans un sens ou dans l'autre. Dalio a ouvertement pris parti pour Musk sans le dire. Selon lui, dès lors que le déficit public reviendrait sous les 3% cette année, pas dans 3 ans ou dans 10 ans, les choses pourraient redevenir sous contrôle.
Jamie Dimon, le patron de Goldman Sachs, argumente également dans ce sens en disant que le marché obligataire est au bord de la rupture. Gardez bien en tête que le marché obligataire, c'est la mère de tous les autres. C'est la toile de l'espace-temps de la finance et de l'économie. S'il se déchire, c'est la faillite de l'État et la fin de l'épargne en dollars. En tout cas, pour aujourd'hui, sachez qu'il est fort possible que Musk ne lâche rien dans ce conflit, car il pense, et à juste titre à mon avis, que le déficit budgétaire a atteint un point de bascule critique pour les USA. À partir de là, il n'a plus le choix. Il faut qu'il tue politiquement Trump s'il veut infléchir le cours des choses. Or, premièrement, il se trouve que Trump a prouvé à maintes reprises qu'il a quand même la peau dure, mais deuxièmement, c'est aussi à tout le système politique que Musk fait face, car le jeu de la dette est un jeu systémique entre les démocrates et les républicains qui sont au pouvoir depuis bien longtemps. Donc, s'il veut renverser la table et faire ce que Milley a fait en Argentine, sans en passer par une faillite des États-Unis d'abord, il va falloir une révolution au sens littéral du terme, à savoir que le peuple se rallie derrière lui afin de lui donner la légitimité pour rouler sur les institutions américaines et faire aux USA ce qu'il a fait à Twitter. Mais bon, autant vous dire que c'est pas forcément gagné d'avance car il y a tout de même 2 ou 3 étapes clés à franchir avant d'en arriver là.